J'espère que vous allez bien, on est mercredi 10 novembre et j'ouvre un nouveau vlog. Le chat va faire des siennes, je le sens. La dernière fois que je vous ai parlé lecture dans mon dernier vlog, j'étais en pleine lecture de Surtension d'Olivier Norek dont je vais vous faire l'update tout de suite. Entre temps j'ai également lu 900 cette fois Camille de Julien Dufresne-Lamy. Je sens que le téléphone va bouger, le chat est insupportable. Tu veux participer encore ? Vraiment il y a un problème de compatibilité entre les vlogs et les chats, ce n'est pas possible. Je vous disais donc, j'ai lu en revenant de Brive 907 fois Camille que j'ai terminé hier de Julien Dufresne-Lamy, donc pareil je vais vous le chroniquer juste après. Et au niveau lecture je suis également en ce moment en train d'écouter sur Audible La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Il me semble que c'est son premier ou un de ses premiers. Et voilà, j'en suis page 363, ça c'est juste pour vous donner mon avancement au niveau de l'audio. J'aime beaucoup. Entrons dans le vif du sujet, c'est parti. J'ai donc re-terminé, puisque c'était une relecture pour ma part, Surtension d'Olivier Norek. Comme je vous l'ai dit en fait déjà dans les vlogs précédents, Olivier Norek va ressortir un quatrième volume sur le Capitaine Cos, qui est donc le flic qu'on suit dans cette trilogie. Et comme ça va ressortir au mois d'avril, j'avais envie de tout relire pour pouvoir me faire des fiches de lecture. Donc ça y est, c'est chose faite, pardon, j'ai mes fiches de lecture. Et donc dans Surtension, là c'est un roman qui va se passer en deux temps, j'ai envie de dire, parce que d'abord il va y avoir toute une partie au début du roman qui se passe en prison. Où on va suivre en fait 5 prisonniers, donc avec des profils très différents et avec des conditions de vie en prison très particulières. Il y a dans ces prisonniers un kidnappeur, un assassin, un ancien de la Légion étrangère, je dirais, un pédophile et un braqueur. Et en fait on va suivre particulièrement le fameux braqueur, c'est sur lui qui va être centré le début du roman, parce qu'on sent que c'est un braqueur qui est fragile. En fait il a commis une erreur lors du braquage, c'est pour ça qu'il se retrouve là, et en fait sa soeur elle va tout faire pour le faire évader de prison. Et en fait ces 5 prisonniers vont se retrouver mêlés, alors je vous dis pas exactement pourquoi, à une enquête de Victor Coste, et voilà, l'équipe de Coste rentre en scène, et voilà. Donc on en sait beaucoup sur les personnages, on sait leurs liens, on sait tout un tas de choses nous, mais on va voir les enquêteurs avancer, patauger un peu dans la semoule, ne pas savoir exactement où ils en sont, suivre les avancées de l'enquête, etc. Voilà. Je vais pas vous en dire plus sur la description de ce roman parce qu'il est vraiment intéressant de découvrir tout au fur et à mesure et que j'ai pas envie du tout de vous spoiler. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce troisième tome? Ce troisième tome, il est magistral. Je crois qu'on avait un petit peu les prémices de ce que peut nous offrir Olivier Norek au niveau de la plume par rapport à Entre deux mondes, qui est mon roman préféré. Voilà, on a un peu les prémices de ce qu'il est capable de faire, d'à quel point il est capable de nous toucher dans un policier. Ouais, c'est vraiment ça. C'est les prémices de ce qu'il peut nous offrir en dureté, en intensité et malheureusement en réalité. Ce livre-là, il commence comme tous les romans d'Olivier Norek avec un prologue absolument incroyable. Tu sais en lisant ce prologue qu'il va se passer un drame. Tu sais pas quoi exactement, évidemment, mais voilà, il commence encore très fort. À chaque fois que tu commences un roman de Olivier Norek, voilà, c'est un coup de poing. Tu démarres comme ça, tu démarres en général par un coup de poing. Ce Victor Coste, ce capitaine Victor Coste, c'est mon flic préféré dans tous les polars, dans tous les policiers. C'est vraiment le flic qui est droit dans ses bottes, je le répète à chaque fois. Et là il est incroyable, il est courageux, et il va se mettre en grand danger en fait dans ce tome-là. Et moi je suis à fond quoi, quand je commence à lire et que... Voilà, ce tome-là, je l'ai lu, c'est celui que j'ai lu le plus vite parmi la trilogie, et pourtant il me semble que c'est le plus gros, Code 93 doit être plus petit. Mais c'est un vrai page turner, tu peux pas t'arrêter en fait quand tu commences, t'as envie de savoir jusqu'où ça va aller, parce que ce tome il porte extrêmement bien son nom au niveau de la surtension, c'est-à-dire que petit à petit, toi tu vas monter en tension lecteur, ça monte crescendo et ça finit en apothéose. C'est un peu un terrain glissant l'exercice de faire une trilogie, c'est-à-dire que tu fais un premier tome qui fonctionne, un deuxième aussi. Est-ce que le troisième, c'est pas le troisième tome qui sera de trop? Et avec celui-ci, pas du tout, hein, sincèrement.
c'est pas tous des coups de cœur les romans, c'est tous des 5 étoiles on va dire. Et il y a parmi les romans d'Olivier Norek, c'est comme ça moi que je fonctionne au niveau de mes notes, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et très rarement il y a des coups de cœur. Voilà, celui-ci c'était un énorme coup de cœur. Il a su m'émouvoir. J'ai pleuré en lisant un policier, chose qui arrive très rarement. Il a su me serrer mon cœur de maman. Il sait nous faire passer par tout un panel d'émotions dans ce roman-là. Et je ne sais plus comment vous dire qu'il faut lire Olivier Norek. J'ai l'impression que je suis dans une propagande totale, mais il faut vraiment m'écouter et il faut vraiment me faire confiance parce que c'est incroyable. La seule chose qui m'avait un petit peu attristée à la lecture de ce tome 3 la première fois que je l'ai lu, c'était de quitter en fait le capitaine Coste et que voilà, en fait pour moi la trilogie elle s'arrêtait comme ça. De savoir qu'il va y avoir un 4e tome au mois d'avril, ben, je ne suis que joie et j'ai beaucoup trop hâte. En relisant Sur Tension, vraiment je sais pourquoi Olivier Norek c'est mon auteur préféré. Il va vraiment loin en fait pour te retourner le ventre. C'est pas dur à lire, c'est pas le truc qui va te donner envie de vomir, mais alors c'est le truc qui va te prendre aux tripes et où parfois t'es pas bien quoi. Moi celui-là quand je le lis par moment, voilà, dans les 5 prisonniers je vous dis il y a un pédophile, t'es pas bien du tout, franchement t'es pas bien du tout et voilà. Et dans ce 4e tome, il m'a dit à la foire du livre de Brive qu'il allait un petit peu plus nous l'abîmer, ce capitaine Coste, donc ça... J'ai trop hâte. Voilà, j'ai terminé avec mon éloge sur mon auteur préféré. Normalement, je vous laisse tranquille avec lui jusqu'au mois d'avril, je ne relirai rien, donc voilà, vous allez avoir une petite pause de 5 mois sans entendre parler d'Olivier Norek sur ma chaîne, normalement. Ensuite, j'ai lu 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy qui est donc paru aux éditions Plomb. Ah non, attends, j'ai autre chose à vous dire. Il est sorti la trilogie chez Michel Lafon, la trilogie en un seul livre. Voilà, il est au prix de 30 €. Alors ça revient toujours plus cher que 3 poches, mais si jamais vous préférez les grands formats, au cas où, c'est le moment. C'est bon. Ce coup-ci, j'ai fini. Je vous disais donc, j'ai donc lu dernièrement 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy. 907 fois Camille, c'est l'histoire en fait de la fille d'un proxénète tristement célèbre, j'ai envie de dire, notamment dernièrement avec l'affaire DSK. Et en fait, c'est la fille de Dodo la Saumure qui s'appelle donc Camille. Au premier abord, comme ça, c'est pas forcément le truc... Déjà, Dodo la Saumure, moi je trouve ce surnom d'un ridicule incroyable. Bref, c'est mon point de vue personnel. Et du coup, c'est pas le livre au premier abord qui donne envie, j'ai l'impression. Et en fait, je comprends rapidement en entendant parler, pardon, que ça parle pas du tout de Dodo la Saumure, que ça parle vraiment de sa fille, que ça parle vraiment de l'histoire d'une femme, d'une jeune fille, d'une enfant, qui doit apprendre à se construire, à grandir avec un père tel que celui qu'elle a. En fait, Camille, c'est une amie de l'auteur, Julien Dufresne-Lamy, et en fait, elle va lui partager des moments de vie, elle va lui parler de souvenirs. Alors parfois, c'est un souvenir quand elle avait 12 ans, parfois c'est un souvenir quand elle avait 9 ans. Et elle va lui parler de ça. C'est un livre qu'il va écrire surtout pendant le confinement, pendant les confinements. Et voilà, donc du coup, c'est des messages WhatsApp à pas d'heure, c'est des silences parfois longs, c'est vraiment la vie de cette femme qui a dû se construire malgré tout. Mais il n'y a pas que ça en fait dans ce roman-là, et c'est là qu'il prend une dimension encore plus incroyable, j'ai envie de dire. C'est qu'en fait Julien Dufresne-Lamy il se met complètement à nu dans ce roman, parce qu'en fait il va aussi vous partager ses réflexions, son avancement, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut pas dire, jusqu'où il peut aller. Parfois il dit je vais taire ce passage, et parfois il dit je vais vous le dire. Parfois il dit est-ce que si Camille me demande de finalement pas écrire ça, est-ce que je vais l'écouter quand même. Il se met complètement à nu dans sa réflexion, dans sa manière d'écrire, et c'est brillant en fait. Vraiment c'est ça, c'est 2 histoires dans ce livre, c'est deux personnes. Une personne qui raconte son histoire, qui se construit, une personne elle est époustouflante, Camille, sincèrement elle me touche en plein cœur, et
Elle est incroyable et à côté de ça, c'est Julien, l'auteur, qui se met à nu et qui nous parle de lui. Et en fait, c'est courageux. Les deux, ils sont hyper courageux. Julien, il est courageux d'écrire tout ça, de l'écrire de cette manière-là. Je crois que c'est un pari risqué d'écrire comme ça et que pour moi, c'est une prouesse. Et Camille aussi, elle est extrêmement courageuse. Et cette plume, incroyable. Il a une plume singulière, Julien Dufresne-Lamy. Je suis pas encore certaine, j'ai lu que 2 romans de lui, je suis pas encore certaine que je reconnaîtrais son écriture sans savoir que c'est lui. Mais presque, je pense, parce que c'est poétique, c'est mélodieux. Je vais vous lire un extrait que j'ai choisi, que je trouve percutant. C'est tout au début, c'est page 60 et quelques. Donc voilà, je spoil un tout petit... Je spoil rien, je vous lis juste un passage. Voilà, c'est pas un livre à rebondissement, c'est une histoire de vie. C'est l'histoire d'une vie. Fillette, Camille sait qu'elle avance masquée. Que ce corps d'ici, qui change si vite sous ses yeux, est recouvert de secrets comme autant de débris sableux sur une dépouille sortie de mer. De cette famille, elle sait surtout une chose, les femmes sont là, trop là, parce que ce père qui manque à l'appel n'est pour personne l'homme qu'il faut. Ça n'a aucune espèce d'importance, Camille ne se souvient pas d'avoir jamais ressenti la moindre émotion à son endroit, mais intérieurement ça ravage en silence. Le père imaginé n'existe pas. Les pères qu'elle croise sont des exemples autant que des malédictions. Le dentiste décarni de la tribu Fouché à la patientèle bien installée, le cordonnier moustachu de la rue de Trévis qui répare les talons de 3 cm de toutes les femmes du périmètre. Ces hommes sont des pères, ils en ont tout l'air. Le sien est un mirage dont on ne peut s'approcher. Ce livre, en même temps, c'est un hommage à la femme, un hommage percutant à la femme. C'est souvent qu'on utilise ce terme féministe, etc., qui me déplaît par moments parce qu'il n'est pas toujours utilisé à bon escient. Mais là, c'est un livre vraiment qui rend hommage aux femmes, à toutes les femmes, à ces femmes qu'on a abîmées. Il y a toute une partie dans ce livre où je ne sais pas combien de fois il utilise le mot pute à la suite. Mais pareil, une claque ce passage, vraiment une claque. En fait ce livre c'est plein de claques mises à la suite les unes des autres dans sa manière d'écrire et dont je me dis putain c'est super brillant ce qu'il a fait. Julien Dufresne-Lamy pour moi ça y est, il a sa palme de conteur, c'est un conteur incroyable et je ne peux que vous conseiller 907 fois de lire 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Plomb. Maintenant, j'ai très envie de me procurer Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. J'ai hésité avec celui-ci à la foire du livre de Brive, mais comme il l'avait qu'au format poche et que je préférerais les avoir en grand format, les siens, voilà. La suite au prochain épisode. J'ai attaqué ma 4e épreuve non corrigée Charleston qui s'appelle Rendez-vous dans 5 ans. J'ai lu 60 pages, donc voilà, je peux pas trop dire. Ça commence très bien, j'aime beaucoup la manière dont ça commence. C'est une sortie qui aura lieu en janvier, donc ça je vous en reparlerai dans ce vlog. Je pense que je l'aurai terminé dans ce vlog, je pense que ça peut aller très vite. Il y a quelques filles il y a quelques lectrices Charleston qui l'ont terminé et qui ont beaucoup aimé. Donc voilà, à suivre. Et sinon, j'ai reçu, je vais vous montrer, j'ai reçu 2 colis et les 2 me viennent de chez Charleston justement, je vous montre. Alors le premier que j'ai reçu c'est ma future épreuve non corrigée. Hop. Ça je pense que je la lirai en fin de mois et donc il s'appelle Odette et le taxi jaune. C'est un livre qui sort le 9 février, enfin qui sortira le 9 février. Je vais vous lire la 4e, le titre ne m'interpelle pas. Voilà, c'est le genre de titre dont je suis pas spécialement fan. Je vais lire la 4e et j'espère que je l'aurai un peu oublié d'ici que j'attaque le livre. J'avais également un très beau carnet dans ce livre. J'ai vu Florence tenir son carnet pendant la foire de Brive. J'ai un carnet aussi, mais ça m'a donné trop envie de le tenir un peu comme Florence l'a fait. Et voilà, du coup, je cherchais un carnet avec des pages vides qu'on peut détacher. Ça, c'est génial. Donc voilà, ce sera mon nouveau carnet de lecture pour l'année 2022. Chaque vendredi depuis 15 ans, Odette, ancienne costumière de théâtre, passe la journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle au but de Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie-Soleil, sa petite-fille, se lance à sa recherche au bord de l'imposant taxi jaune de Maurice, bientôt rejointe par Ludovic, un flic, mise au placard pour excès de zèle. La disparition d'Odette les conduit sur la piste d'une Arménienne centenaire au passé douteux et aux révélations stupéfiantes. Mais qui est réellement Odette? Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pan caché de son histoire familiale qui l'entraînera au cœur du Paris occupé. Ah bah tu vois, en lisant la 4e, ça me dit un peu plus déjà. Paris occupé. C'est une période que j'aime beaucoup.
Donc je vais être extrêmement exigeante. Voilà, Odette et le taxi jaune de Isabelle Artus qui paraîtra le 9 février 2022 chez Charleston. J'avais également dans cet envoi le programme de ce qu'on va avoir chez Charleston en 2022. Je ne sais pas exactement ce que j'ai le droit de dire et pas dire, mais la seule chose que je vais vous dire sur ce programme, c'est que dedans, il va y avoir un livre d'un auteur que j'aime de tout mon cœur, dont je vous ai déjà parlé ici, et donc Julien Rampin va sortir un deuxième roman au mois de mars, et j'ai beaucoup trop hâte. Le titre, rien que le titre, j'ai des frissons parce que je sais que ça va être merveilleux. J'ai reçu un colis incroyable, je vous montre. Donc c'est le colis de Noël Charleston. Je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Apparemment elle était épique cette préparation de colis, donc je remercie toutes les intentions qu'ils ont mis dedans. Alors, oula, ça va tomber. Alors, il y a d'abord un tote bag qui est marqué, sur lequel il est marqué «J'assume, je suis accro à la team Romcom». La team Romcom, c'est plusieurs auteurs qui tous les ans publient des nouvelles. Et là, il me semble en fait que celui, donc on l'a dedans. Si je dis pas n'importe quoi, oui, il est là. Et donc dedans, on a Petit réveillon entre amis. Et en fait, c'est toutes les nouvelles qui sont parues sous le nom de la team Romcom. Il y en a eu plusieurs livres, je sais pas combien il y en a eu. Alors il y en a que j'ai déjà lu du coup. Mais voilà, je me ferai quelques petites nouvelles pendant les fêtes et ça va être plutôt cool. Donc Petit réveillon entre amis, donc dedans il y a Isabelle Tony, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Dedans on avait des petits cookies, les marque-pages avec chaque livre que je vais avoir dedans. Donc là on a Comment bien rater son mariage à Noël. Je connais pas du tout. Lucie Castel, je connais pas du tout, je vais être très honnête, je ne connais pas. Il y a les avis des anciennes lectrices Charleston de l'année dernière, ça, je trouve ça trop cool. Peut-être que l'année prochaine il y aura un avis d'un mois sur un marque-page et c'est un truc de ouf, je suis toujours parmi. Ensuite, Noël au Café du Bonheur de Lucie Diamond, pardon. Il est très très court celui-là, alors peut-être bien que je vais me le faire à Noël lui. 233 pages. Il faut juste que je me renseigne si c'est pas une suite de quelque chose. Et puis sinon celui-ci je pense que je le lirai à Noël. Ensuite on a une fiche recette pour faire des étoiles à la cannelle. Et ensuite il y a le dernier roman de Sophie Joma, Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Voilà, c'est son dernier. J'ai celui de l'année dernière dans ma pile à lire qui s'appelle Les étoiles brillent plus fort en hiver je crois. Et j'avouerai que j'ai plus tendance à vouloir lire celui de l'année dernière que celui-ci. Celui-là, il me tente beaucoup aussi parce que je trouve que je suis pas très roman de Noël, je suis pas très bon public. J'en aime bien un ou deux, mais je vais pas lire que ça pendant toute ma période de décembre parce que très vite, je vais en avoir marre. Donc je vais en lire deux, je pense, cette année. Du coup, je ne sais pas si je le lirai cette année, celui-là. Voilà, là, on a l'avis, par exemple, de Chloé, de lire encore La magie opère. Ce roman est réconfortant, réchauffe le cœur, donne de l'espoir et montre que quand on y croit, tout est possible. C'est beau cette phrase, elle dit des belles choses Chloé. Ou alors on a l'avis de Léa par exemple du conte de Léa Boukadjic qui dit une lecture dépaysante et fraîche que je conseille fortement. Oh il est dédicacé, c'est trop la classe. Ah mais il y a une autre recette, brin de balle. I don't know what is it. Des sucres d'orge qui sont évidemment arrivés en 7000 morceaux. Voilà, voilà. On sait à quel point la poste prend soin des colis. Si tu es de la poste, sache que tu nous en fais voir de toutes les couleurs. J'ai deux thés, English Breakfast, et j'ai une petite bougie en forme de tortue par rapport au livre de Sophie Joma. Voilà, c'était un trop chouette colis. Merci beaucoup Charleston. C'est Noël avant l'heure avec vous et c'est trop cool. Voilà, je ne sais pas encore exactement ce que je lirai à Noël. Mais ça vous saurez bientôt. Plus t'avances dans la vidéo, plus tu vois mes cheveux, c'est n'importe quoi. Un jour, Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mercredi. Puis voilà, je vous reprends plus tard. Hello, je vous prends, on est samedi matin. Le samedi matin, j'aime bien faire quelques photos. Mais là, clairement, la luminosité, elle est pourrie. Ça se voit pas trop à la caméra, mais il fait tout sombre, enfin, si on s'en rend compte quand même.
Donc c'est tout. Je ne ferai pas mes photos ce matin. J'ai plein de photos en retard à faire. Tout ça, tout ce qui est retourné, c'est ce que je dois faire en photo. Donc le Julien Dufresne l'a mis. Ah bon? Je disais donc, il me reste à faire en photo le Julien Dufresne l'ami, les de Norek, le Stephen King, et ça je sais plus si je l'ai pris en photo, le manga que j'ai lu dernièrement. Donc bon bah c'est tout, les photos ça attendra. Sinon au niveau de mes lectures en cours, j'ai terminé hier mon épreuve non corrigée, rendez-vous dans 5 ans, qui paraîtra en janvier chez Charleston. J'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai un peu plus tard dans The Log. Et là j'ai commencé la carte postale de Anne Berest, que j'ai donc eu la chance de rencontrer à Brive, où donc j'ai mon livre qui est dédicacé, c'est trop chouette. J'ai commencé hier et j'ai lu 160 pages. Ça se dévore, hein. Sincèrement ça se lit très vite, l'écriture est très très fluide. Je vous parlerai également de l'histoire un petit peu plus tard dans ce vlog. C'est le week-end à 500 pages de Magda, de Triple L de Mag. Donc je vais essayer, en fait, comme il fait pile poil 500 pages, à quelque chose près. En fait, le but, c'est de le lire dans le week-end. Je ne sais pas si je vais y arriver. À chaque fois, les challenges à Magda, je passe à rien du tout. Et voilà, on va essayer. Bon. Ah d'accord, c'est plus des dinosaures. J'arrive mon prince, on va faire une petite activité, tu veux? J'arrive. Voilà, bon bah je vais essayer d'avancer ça ce week-end. J'aimerais faire un peu de scrap aussi ce week-end et avancer dans mon bullet de 2022. Je vous montrerai tout ça. Je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est dimanche, j'ai très bien avancé dans ma lecture de la carte postale de Anne Berest. Il me reste 75 pages à lire. J'aime beaucoup, je pense que comme l'intégralité des gens qui sont en train de lire la carte postale sur la lecture commune, on part sur un coup de cœur. Je vais vous faire le pitch rapidement aujourd'hui. Je garderai mon avis pour demain quand je l'aurai complètement terminé, mais bon, on part sur un coup de cœur. Et en fait, l'histoire de ce livre, c'est une histoire très personnelle pour l'autrice, puisqu'en fait, c'est l'histoire de cette fameuse carte postale qui arrive réellement dans la boîte aux lettres de la mère d'Anne Berest. En fait, il y a une vingtaine d'années, donc Anne Berest vit encore chez ses parents à ce moment-là. Et ils reçoivent, pendant les fêtes de Noël, cette carte postale qui se mélange un petit peu avec les cartes de vœux. Et sur cette carte postale, on a d'un côté l'Opéra Garnier et de l'autre on a seulement 4 prénoms et ces 4 prénoms en fait ce sont des membres de la famille. C'est le grand-père, la grand-mère, la tante et l'oncle de la maman d'Anne Berest, donc je sais plus, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et en fait ce qui est très perturbant, donc c'est un envoi anonyme, et ce qui est très perturbant c'est qu'en fait ces 4 personnes sont mortes en 1942 et elles sont mortes à Auschwitz. Quasiment aussitôt en fait la mère de l'autrice elle décide de ranger cette carte postale et de l'enfuir dans un tiroir et voilà, elle va tomber un peu dans l'oubli jusqu'au jour où la fille de l'autrice en fait va avoir un petit accident à l'école, un accident à caractère antisémite et ça va réveiller chez l'autrice ce souvenir, cette carte postale, et ça va lui donner envie en fait
d'aller un petit peu fouiller le passé et de surtout savoir, c'est quand même malaisant, une carte postale avec 4 noms de personnes qui sont mortes à Auschwitz qui arrivent comme ça. Et donc voilà, elle va avoir envie, pardon, waouh, j'ai du mal, on est dimanche. Elle va avoir du mal, non, c'est moi qui ai du mal. Elle va avoir envie d'aller fouiller un petit peu le passé et du coup elle va partir sur les traces de ses ancêtres. Et du coup, avec l'aide de sa mère qui va lui conter beaucoup de choses, avec l'aide d'un graphologue par exemple, pour essayer d'analyser un petit peu ses écritures, elle va partir à la découverte de l'histoire de sa famille, elle va apprendre à connaître Emma et Ephraim qui sont donc ses arrière-grands-parents. Leur parcours, donc c'est une famille qui part de Russie en 1919, qui va passer par la Lettonie, qui va passer par la Palestine, pour finalement s'installer en France dans les années 30 et parfaitement s'intégrer en France jusqu'au jour où commence à arriver les nazis, etc. Donc voilà, c'est une famille juive, je pense que vous l'avez compris. C'est une histoire à double temporalité, on va commencer par l'histoire de ses arrière-grands-parents, puis l'histoire de sa grand-mère, un petit peu plus particulièrement Myriam, qui est la seule personne de cette famille de 5 qui a survécu, qui est passée au travers des mailles du filet et qui a survécu à cette Seconde Guerre mondiale. Et puis voilà, on va avoir toute cette histoire-là, et puis on va aussi avoir une histoire dans le présent, l'histoire de l'autrice elle-même, l'histoire un petit peu de sa fille, l'histoire de... En fait, tout ça, ça va la pousser à se poser beaucoup de questions sur ses origines juives, sur sa religion, c'est des questions qui vont être hyper pertinentes et ça va la pousser dans un espèce de retranchement, en fait, l'autrice, j'ai l'impression, quand je lis le livre. Et voilà, en fait, on est sur une espèce de fresque familiale où on va avoir 5 générations. On va avoir la fille de l'autrice, sa mère, Lélia, sa grand-mère, Myriam, et puis l'arrière-grand-mère, donc qui est Emma, et on va avoir ces 5 femmes au cours de tout ce qui a pu se passer en presque un siècle, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est le résumé de la carte postale. Je suis pas sûre que j'ai réussi à vous le dépeindre comme j'aurais voulu, mais c'est ce qui me vient en tête là tout de suite. Voilà, je garde mon opinion et mon avis pour demain. Je vous en parlerai davantage demain quand je l'aurai terminé, mais... En fait, je vois pas comment en 75 pages il pourrait se passer quelque chose de dramatique qui fasse que ça ne serait plus un coup de cœur. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on retrouve l'auteur de la carte postale ou pas, et je crois que même si on le retrouve pas, en fait, bah moi ça me posera pas de problème. Parce que l'histoire elle est incroyable. Mais bon, je vous garde ça pour demain, je vous reprends plus tard. On est lundi et je vous reprends pour vous parler donc de la carte postale d'Anne Berès qui est donc parue aux éditions Grasset. Je l'ai terminé hier soir et sans grande surprise, ce livre c'est un énorme coup de cœur. J'ai été bouleversée par ce livre, par son contenu, par ces personnages qui ne sont pas des personnages mais qui sont des membres de la famille d'Anne Berest. Voilà, ces gens qui ont dû faire preuve d'un immense courage pendant la Seconde Guerre mondiale. La façon, la manière dont la grand-mère d'Anne Berest, donc Myriam, parvient à s'en sortir, parvient à passer à travers les mailles du filet, eh ben c'est incroyable. Et en fait, ça nous rappelle à quel point, je trouve, ça tient qu'à un fil. En fait, tout un tas de destins dans la famille Anne Berest, tout son destin en fait ne tient qu'à un fil à un moment donné de la vie de Myriam. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça percutant, je trouve ça parfois glaçant et c'est sublimement compté. Anne Berest, elle est très intime dans ce livre parce qu'elle va nous parler de sa famille, de ses ancêtres, elle va nous parler d'elle et elle va nous parler d'elle et de la religion. Et je trouve ça très intimiste en fait, et c'est sans être dans le voyeurisme. La situation en fait elle pousse Anne Berest à tout un tas de questionnements sur le fait qu'elle est juive mais qu'elle est non pratiquante. Alors
qu'est-ce que c'est en fait être juive et ne pas être pratiquante. Elle est amenée à différentes périodes de sa vie à être confrontée à l'antisémitisme. Alors ça va être une croix gammée taguée sur une porte de garage, ça va être une insulte dans la cour de l'école. Voilà. Elle est confrontée à tout un tas de choses qui la poussent en fait à un questionnement permanent pour aboutir, je trouve, dans ce livre-là à une tirade absolument fabuleuse où elle se dit, où elle nous dit ce que c'est être juive et non pratiquante. Et la tirade, elle est fabuleuse. J'avais presque envie de vous la lire quand je me suis dit de la manière dont j'allais vous en parler. Mais en fait, non. Je vais pas vous la lire, cette tirade, parce que déjà, elle arrive vers la fin du livre et que je crois qu'elle spoil 2-3 trucs. Mais surtout parce que j'ai envie que vous la lisiez et qu'elle vous percute comme elle m'a percuté. Elle m'a coupé le souffle, en fait. J'ai envie que cette tirade, elle vous laisse sans voix, sans souffle, comme ça a été le cas pour moi. Et c'est intime parce qu'elle nous partage aussi beaucoup de choses. Elle nous partage des lettres qui ont été écrites par ses ancêtres. Elle nous partage des moments de vie qui sont aussi intimes et elle fait ça avec beaucoup d'habileté, je trouve. Elle a réussi à m'émouvoir. C'est très poignant. Certains passages sont très poignants. Ça prend aux tripes et j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Et c'est beau. Évidemment, c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va parler... on va parler déportation, on va parler camp de concentration, on va passer à un moment dans ce fameux Veldiv, mais en même temps, c'est pas que ça. On parle aussi beaucoup d'autres choses. On parle de Myriam qui, elle, a réussi à ne pas être, à ne pas se faire arrêter. Qui, voilà, c'est être fugitif dans son propre pays et on suit tout ça. Et c'est vraiment incroyable, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour vous dire, ce livre il est incroyable, il faut absolument, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est un livre à côté duquel il faut pas passer. Ce roman il fait presque 500 pages et pourtant je l'ai lu en 48 heures, donc je crois que ça veut tout dire. Bonjour. Bonjour madame. Ça va madame Chachali? Ce roman il fait 500 pages et pourtant je vous dis je l'ai lu en 48 heures, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que l'histoire est prenante, que le rythme est haletant et que voilà, on a envie de savoir, on a envie, et puis surtout on a envie de savoir si elle retrouvera l'auteur de cette carte postale. La fin est absolument sublime. Je remercie Florence d'avoir tant parlé de la carte postale, tant mais pas trop non plus, et de m'avoir donné envie, pardon, de découvrir ce roman. Prouesse, je rappelle qu'elle m'a donné envie de découvrir un livre qu'elle n'avait pas lu, mais bon bref, voilà, c'est une lecture que je vous recommande très chaudement, La carte postale d'Anne Berest aux éditions Grasset. Aucune lecture en cours, j'attaquerai seulement ce soir et je vais attaquer La femme et l'oiseau d'Isabelle Sorante. Je vais vous lire la quatrième. Lorsque sa fille Vina est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth décide de se réfugier avec elle en Alsace chez son grand-oncle. Très vite, la jeune fille est fascinée par cet homme mystérieux qui communique avec les oiseaux et semble lire les pensées. Ses dons, Thomas les a acquis pendant la guerre. Quand il lui a fallu survivre enrôlé de force à 17 ans dans l'armée allemande puis emprisonné au camp de Tambov. Entre l'adolescente qui n'aurait jamais dû naître et le vieil homme se tisse bientôt un lien bouleversant. Et donc ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusque là. Je vous remercie si vous l'avez liké, commenté, partagé. Je le dis à chaque fois et je sais que c'est peut-être embêtant pour vous qui regardez, mais c'est hyper important en fait, les likes, les commentaires, les partages. Et voilà, je remercie ceux qui le font à chaque fois et ça me touche toujours beaucoup. Sur ce, je me suis fait un petit thé dans ma tasse d'Anna Swensen et je vous reprends plus tard. Bye!